Merci Philippe Bas de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de la Manche, membre du groupe Les Républicains, questeur du Sénat, et on va évidemment parler du texte dont vous êtes le rapporteur, texte sur la reconnaissance biométrique. On va voir ça dans quelques instants, mais d'abord l'actualité, on l'a vu, c'est cette motion de censure qui a donc été rejetée hier à 50 voix. Il a manqué 50 voix pour faire tomber le gouvernement. C'est la 17e motion de censure. Est-ce que hier le gouvernement peut dire merci aux Républicains ? Voter une motion de censure, c'est être prêt à opposer à un gouvernement et à une politique et à un programme d'action un autre gouvernement, une autre politique, un autre programme d'action. Vous ne pouvez pas faire une politique avec le Rassemblement national, avec la NUPES. Et par conséquent, vous ne pouvez pas voter avec eux une motion de censure. Sinon, vous êtes irresponsable. Il n'y a pas de coalition possible. Pour nous, avec les extrémistes, nous les combattons. Et par conséquent, il était hors de question, je pense, de s'associer à cette initiative. Et ce qui n'a pas empêché, lors de la précédente motion de censure, une vingtaine de députés républicains de la voter. Mais avec la NUP, avec le Rassemblement national. J'ai condamné déjà, et pour les mêmes raisons, cet acte. On peut bien sûr être opposé à la réforme des retraites. On peut dire que le dialogue social n'a pas eu lieu. Souvenez-vous, en 2003, la réforme des retraites avait donné lieu à un accord avec la CFDT et la CGC. Le gouvernement avait fait des concessions. Celui-ci n'en a pas fait. Et par conséquent, je comprends qu'aujourd'hui, il y ait toujours de l'amertume face à cette réforme. Même si une réforme était nécessaire, elle aurait pu être évidemment différente. Mais en tout état de cause, le principe démocratique, c'est que vous ne votez pas de motion de censure si vous n'êtes pas prêt à gouverner avec les autres groupes politiques qui ont déposé la motion de censure. Regardez la NUPES. Est-ce qu'on peut décemment, quand on est un démocrate républicain responsable, s'associer à une formation politique qui a fait de la véhémence, de l'invective, de l'obstruction, des attaques personnelles, son fonds de commerce politique? Et je réponds non, évidemment. Non à l'extrémisme. Retournons à une pratique démocratique des institutions véritablement respectueuse des idées de chacun et responsable. On entend les oppositions dire que Yaël Braun-Pivet, ces derniers jours, en activant l'article 40, a abîmé le Parlement. Est-ce que vous partagez cet avis ? Véritablement, ne personnalisons pas le débat ainsi. Je crois qu'il y a des règles dans notre Constitution. Il appartient à la présidente de l'Assemblée nationale de les faire respecter quand le président de la Commission des finances n'a pas fait son devoir. Il a fait de la politique avec Coquerel. Et je crois qu'en réalité, la marge de manœuvre pour interpréter l'article 40 de la Constitution est très faible. Et n'eût-elle pas fait ce qu'elle a fait, le Conseil constitutionnel aurait été obligé de le faire. On va parler de l'immigration, puisque ce qui s'est passé à Annecy jeudi dernier, cette attaque au couteau, a reposé la question de la politique migratoire et du droit d'asile. Est-ce que pour vous, il faut réformer le droit d'asile ? Nous devons, et c'est l'honneur de la France, accueillir des personnes persécutées dans leur pays en raison de leur religion, de leurs origines, de leur action politique. C'est une obligation morale. Mais nous constatons depuis longtemps, et dans la période récente de plus en plus, qu'un certain nombre de migrants, en réalité en situation irrégulière, essayent de se prévaloir d'un droit qu'ils n'ont pas et qui ne leur sera d'ailleurs pas reconnu quand on aura terminé la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile. Ce sont plus de 60% des candidats à l'asile qui sont déboutés. Et tous ces déboutés savent très bien qu'ils n'ont pas le droit à l'asile et le demandent quand même parce que pendant toute la période d'étude de leur dossier, ils sont en situation temporairement tolérée sur notre territoire. Donc ça devient une filière d'immigration, le droit d'asile aujourd'hui ? Et aujourd'hui, nous avons tout de même des réseaux de trafiquants d'êtres humains qui se comportent d'une manière extrêmement violente.
Nous avons des migrants qui arrivent en France. Non seulement ils ont bravé tous les dangers de la mer, mais enfin, nous avons des jeunes femmes qui ont été violées, qui portent avec elles les enfants du viol et qui arrivent sur notre territoire national après avoir épuisé leurs maigres économies pour payer les passeurs. C'est indigne. Et ne serait-ce que pour des raisons humanitaires, il faut réformer ce droit d'asile pour qu'il ne fasse pas autant de victimes qu'aujourd'hui. Est-ce qu'un compromis vous semble possible avec le gouvernement sur un texte immigration? Il y a notamment une ligne rouge de votre part, c'est cette question de la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension, mais il y a une ligne rouge sur votre texte de la part du gouvernement, c'est la question de faire primer le droit national sur le droit européen. Gérald Darmanin dit c'est un Frexit migratoire et Édouard Philippe dit c'est un Frexit juridique. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Je crois profondément que si nous devons mettre en œuvre un choc, une rupture avec une politique d'immigration qui a été trop laxiste et qui a entraîné de grandes difficultés du point de vue de notre cohésion nationale et sociale, il va falloir prendre des mesures réellement énergiques. Et oui, s'il y a sur telle ou telle des dispositions à prendre, des difficultés du point de vue du droit européen, il faudra d'abord en discuter avec nos partenaires pour faire évoluer le droit européen, car la France a un rôle déterminant dans les règles qui sont appliquées en Europe, et elle a un rôle déterminant dans les traités européens. Et si nous n'y parvenons pas, alors oui, il faut se poser la question de savoir si ponctuellement nous ne devons pas modifier notre Constitution pour faire en sorte que des dispositions raisonnables qui relèvent de notre étroit état de droit républicain puissent être mises en œuvre. Ce ne sont pas toutes les dispositions de la politique de l'immigration. Nos marges de manœuvre sont grandes. La politique de l'immigration ne relève que partiellement des questions européennes, de la libre circulation, des frontières européennes. Elle relève aussi du droit d'entrée et de séjour en France. Nous avons nos propres exigences et nous devons les affirmer. Nous regardons d'ailleurs ce qui se passe dans un certain nombre de pays qui explorent jusqu'aux marges leurs droits souverains en matière de contrôle des frontières. Et nous devons, nous, ne pas être en dessous du niveau d'exigence qu'attendent les Français pour assurer leur cohésion nationale. Nous devons partager avec les gens qui viennent en France les mêmes exigences du point de vue de la vie quotidienne, du mode de vie. Nous devons, pour l'accès à la nationalité, faire en sorte que l'assimilation soit réelle. Et ce faisant, nous montrerons que la République française est décidée à défendre ses frontières d'autre part, mais aussi à accueillir ceux qui respectent notre droit et respectent nos modes de vie. On va parler de ce qui s'est passé au Sénat hier, puisque le Sénat a voté un texte sur la reconnaissance biométrique. Vous en êtes le rapporteur. On va voir les explications et les temps forts de cette séance avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Philippe Bas. Bonjour. Et Alex, cette proposition de loi de la majorité de droite sénatoriale propose d'encadrer et d'expérimenter la reconnaissance faciale dans notre pays. Et oui, ce texte prévoit d'expérimenter d'une manière générale la reconnaissance biométrique, c'est-à-dire toutes les techniques informatiques qui permettent de reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire même comportementales. Alors, cela comprend plein de techniques, la reconnaissance par empreinte digitale, par le son de la voix, par le scan de l'iris, mais on pense surtout à la reconnaissance faciale. Alors, ce texte de la majorité sénatoriale, d'abord, il définit un cadre juridique clair à l'utilisation de la reconnaissance biométrique avec plusieurs interdictions qui sont fixées. D'abord, interdiction de catégoriser des personnes en fonction de leurs données biométriques et puis interdiction de les reconnaître en temps réel dans l'espace public. Mais ce cadre juridique voulu par les sénateurs, eh bien, il permet des dérogations et des expérimentations de certaines techniques de reconnaissance biométrique dans des cas très précis. Par exemple, on pourrait utiliser cette reconnaissance biométrique pour accéder à certains grands événements
élément à risque pour des enquêtes judiciaires, pour des infractions d'une extrême gravité. Et puis ce texte propose même d'expérimenter la reconnaissance faciale en temps réel dans des cas vraiment extrêmes, notamment lors d'attaques terroristes. Alors ces expérimentations, elles se feraient sur une durée de 3 ans et elles seraient contrôlées strictement par le Parlement. Des expérimentations qui sont jugées nécessaires par Marc-Philippe Daubresse, le sénateur Les Républicains du Nord, auteur de ce texte et puis auteur aussi d'un rapport sur le sujet. On l'écoute. J'ai été maire pendant près de 30 ans. Mon souvenir le plus douloureux, c'est celui de l'annonce que j'ai dû faire à une famille de mes administrés que leur fils de 27 ans avait été assassiné au Bataclan par la barbarie islamiste et terroriste. Et je m'étais juré à l'époque, comme parlementaire, que nous ferions tout pour garantir que plus jamais ça en matière de terrorisme. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais il faut donner à nos forces de l'ordre le maximum d'outils pour y arriver. Voilà, alors dans le débat, la gauche sénatoriale a dénoncé un texte qui prépare selon elle une société de surveillance. On va écouter le sénateur écologiste Thomas Dossus. À chaque fois, on commence par des expérimentations, des dispositifs réduits, des initiatives que l'on nous jure strictement encadrées et qui aboutissent invariablement à leur généralisation. Nos libertés publiques deviennent secondaires pour les apprentis sorciers de la société de surveillance. Nous sortons à peine d'une loi, là aussi d'exception, pour légaliser la surveillance algorithmique durant les Jeux Olympiques que les fanatiques du flicage nous proposent déjà d'aller plus loin. Le risque antiterroriste sert comme à chaque fois de fauner à la surveillance globale. Oui, alors donc au final, la majorité de droite et du centre du Sénat a adopté ce texte sur la reconnaissance biométrique, mais peu de chances qu'il soit utilisé pour les Jeux Olympiques puisque le gouvernement est opposé à la reconnaissance faciale. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin s'était exprimé sur le sujet devant les sénateurs. Philippe Bas, quand on met le doigt dans l'engrenage de ces nouvelles technologies, notamment de la reconnaissance faciale, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on tombe dans une société de la surveillance ? Alors d'abord, ça n'était pas un débat à droite-gauche hier, parce que la proposition de loi est issue d'un rapport adopté à l'unanimité par la commission des lois et dont l'un des co-auteurs est membre du groupe socialiste. Jérôme Durain, qui finalement était opposé à ce texte. Oui, parce qu'il considérait qu'il fallait attendre le texte européen et il ne s'est pas prononcé contre le fond du texte. C'est lui qui d'ailleurs était l'orateur du groupe socialiste. Je crois qu'il faut prendre garde à ne pas prendre des positions qui soient des positions en réalité extrêmes et sans nuance. Depuis la maîtrise du feu jusqu'à la découverte de l'atome, nous connaissons bien l'ambivalence de tout progrès scientifique. Mais si l'homme préhistorique, il y a maintenant près de 400 000 ans, avait dit « le feu tue, c'est dangereux, je n'y touche pas », eh bien, il n'aurait pas progressé dans sa santé en cuisant les aliments. Et donc oui, tout progrès scientifique porte en lui le bien et le mal. Et l'homme, sa force, c'est d'essayer d'en tirer tout le bien possible sans verser dans les menaces, les dangers que ce progrès technologique amène. Moi, je vois bien, comme vous, comme nous tous, ce qu'on en fait en Chine de la reconnaissance faciale. Je vois bien que dans l'espace public, grâce à la reconnaissance faciale, on est en train de classer les individus en fonction de leur comportement et on leur donne des notes, ce qui permet de distribuer des avantages à certains quand ils cumulent les points, comme si on pouvait augmenter ses points de permis pour prendre de l'avance en cas d'excès de vitesse, et puis être pénalisé quand on ne se comporte pas bien, quand on ne traverse pas dans les clous, par exemple. Ceci, nous posons un interdit pour l'empêcher en France. Ce qui se passe dans un régime autoritaire, nous n'en voulons pas dans une république démocratique, à l'évidence. Mais est-ce que pour autant, quand il s'agit de lutter contre le terrorisme, quand il s'agit de retrouver un enfant qui a été enlevé, quand il s'agit de combattre la grande criminalité, et avec des garanties, l'autorité judiciaire, quand il s'agit d'enquête judiciaire, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et le Conseil d'État, quand il s'agit d'actions de renseignement ou de police, le contrôle des juridictions, l'obligation de configurer les logiciels de traitement avec une règle posée par décret en Conseil d'État,
la reconnaissance du rôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Bref, quand vous posez toutes ces garanties et que vous restreignez fortement les finalités de l'usage de la reconnaissance faciale à des objectifs absolument essentiels et même vitaux, alors vous faites ce travail de recherche d'un bon équilibre qui permet justement d'incorporer à la vie de la société les progrès technologiques et scientifiques tout en mettant à l'écart les risques qu'ils comportent. Alors pour vous, toutes les garanties juridiques pour préserver nos libertés sont posées. Ça a été mon travail, j'en ai rajouté même. Concernant les Jeux Olympiques, le gouvernement est contre la reconnaissance faciale pour sécuriser l'événement. C'est une erreur ? En ce qui concerne les Jeux Olympiques, il aurait dû effectivement considérer que l'expérimentation, car il s'agit d'une expérimentation, lui aurait permis d'améliorer la sécurité. Nous avons mis dans le texte qui a été adopté hier une règle assez simple pour les personnels ou les bénévoles, les intervenants, et seulement pour certains lieux, et seulement avec des caméras dédiées, et seulement en cas de risque avéré d'attentat terroriste, une surveillance par reconnaissance faciale biométrique doit être rendue possible. Mais que le gouvernement accepte de l'expérimenter pour faire rehausser encore les garanties de sécurité, qu'il le fasse pour la Coupe du Monde de rugby. De toute façon, les règles que nous avons posées hier, si elles sont adoptées par l'Assemblée nationale, tombent automatiquement au bout de 3 ans et il y aura un contrôle du Parlement pendant leur mise en œuvre pour vérifier que les choses se sont bien passées et qu'elles ont permis effectivement d'améliorer la sécurité sans mettre en cause le respect de la vie privée et des libertés. Merci Alex. Merci. À tout à l'heure. On parlera du droit d'asile. Ce sera le débat du club à suivre. On va voir l'actualité dans votre département. S'il vous plaît. On va à Saint-Lô retrouver Édouard Frémy. Bonjour Édouard, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef adjoint à la Manche Libre. Édouard, avec vous, on va parler de la pénurie de logements, du manque de foncier disponible qui sévit dans votre région. Oui, et les choses risquent de s'aggraver. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile pour une famille de trouver un appartement, de trouver une maison avec jardin dans le département de la Manche. Les agents immobiliers, d'ailleurs, font même plus la pub. Ils ont des listes d'attente. Et je disais que les choses vont s'aggraver parce qu'il y a depuis 2021, vous le savez, la loi climat et résilience qui institue le ZAN, le zéro artificialisation nette des sols. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2050, dans moins de 30 ans, pour 1 hectare construit, 1 hectare où on déroule du bitume ou du béton, il faudra rendre 1 hectare à la nature. Alors, en ville, il y a des friches industrielles, en ville, il y a des grandes surfaces commerciales, en ville, on peut construire en hauteur, mais à la campagne, vous avez l'église, vous avez le bourg historique autour, vous avez peut-être une salle des fêtes, vous avez un lotissement, parfois une zone d'activité pour des TPE, PME, et tout autour, vous avez de la campagne. Alors, vous ne pouvez rien enlever de tout cela si vous voulez construire. Vous ne pourrez pas rendre de l'artificialisation des sols pour prendre sur la nature. Alors ça s'apparente, en tout cas c'est le risque que pressentent les élus locaux, à une mise sous cloche des territoires ruraux où finalement rien ne bouge, les gens des villes viennent passer le week-end gentiment et puis ils rentrent le dimanche soir chez eux et plus rien ne se développe dans les territoires ruraux. La question qui se pose et que je pose à Philippe Bas, sénateur de la Manche, c'est: la France rurale a-t-elle encore un avenir ? Ne risque-t-on pas de devenir, comme dit l'un de vos collègues, une réserve d'Indiens finalement où plus rien ne bouge ? Philippe Bas. Édouard Frémy pose une question absolument fondamentale. Je crois que dans notre territoire rural et littoral, c'est la question numéro 1. Regardez, nous posons des règles qui sont pertinentes pour des espaces urbains et périurbains saturés et encombrés d'embouteillages tous les jours, de pollution, avec une qualité de vie de plus en plus médiocre. Et nous déterminons ces règles pour ces territoires métropolitains et nous les appliquons au monde rural où il y a de l'espace. Or, il se trouve justement qu'un département comme le nôtre, dont la population était de 500 000 habitants et maintenant tend vers 490 000, c'est une érosion lente, mais beaucoup d'urbains, surtout depuis le confinement, le Covid, veulent changer de mode de vie. Ils viennent dans nos villages, ils demandent à nos élus, est-ce qu'il y a des maisons à vendre? Est-ce qu'il y a du terrain constructible? Et les maires leur répondent non. Je n'ai plus le droit, à cause du zéro artificialisation nette,
dont la justification, évidemment, n'est pas pertinente dans le monde rural. Nous avons une chance en France, avec notamment le télétravail, de pouvoir rééquilibrer notre aménagement du territoire entre le monde rural et le monde urbain. C'est vertueux pour le monde urbain, dont on desserrerait l'étau, et c'est nécessaire pour le développement du monde rural. Et nous avons là des règles imaginées par des polytechniciens qui sont des règles mathématiques. On compte le foncier national et on le répartit entre les départements, puis entre les bassins de vie avec les plans locaux d'urbanisme, avec des règles régionales qui se surajoutent, et on se retrouve dans la situation de ne pas pouvoir permettre à des jeunes foyers avec enfants de s'installer pour que les enfants aillent dans nos écoles, pour maintenir celles-ci, pour assurer le développement de notre territoire qui est pratiquement au plein emploi et qui a besoin, en plus, de main-d'œuvre. Et donc, nous luttons. J'ai déposé avec Béatrice Gosselin et quelques collègues un certain nombre de textes, une proposition de loi très importante sur le rééquilibrage des territoires. Nous avons voté ici au Sénat le mois dernier une loi pour assouplir le ZAN. Nous avons demandé au gouvernement de l'inscrire à l'Assemblée nationale. Il a accepté de le faire le 19 juin. Cette loi ne va peut-être pas au bout du chemin et nous devrons aller plus loin, franchir de nouvelles étapes, mais nous souhaitons qu'elle entre en vigueur, car elle comporte ce que nous avons appelé la garantie rurale. Aucune commune rurale ne pourra se voir interdire à l'intérieur du bourg de construire moins de 1 hectare si elle souhaite le faire, s'il y a une demande de nos familles pour pouvoir y construire. Mais naturellement, nous devons aussi être vertueux, c'est-à-dire que quand il y a des logements vacants, nous devons tout faire pour les réinjecter dans l'offre de logement. Mais nous avons besoin de logements. Nous devons le faire dans le respect de l'agriculture. Nous devons le faire dans le respect de nos zones naturelles. Mais il y a encore de l'espace dans la Manche et il y a un mode de vie extrêmement attractif. Édouard ? Peut-être un sujet connexe, Philippe Bas, qui touche le logement, qui est plus saisonnier. Vous me voyez venir, je voudrais vous parler d'Airbnb. Alors, le département de la Manche, vous l'avez dit, est un très beau département qui attire beaucoup de touristes, soit en week-end, soit en vacances. Et c'est vrai que Airbnb et consorts constituent une concurrence au logement des travailleurs locaux qui n'ont évidemment pas le pouvoir d'achat des gens qui viennent des grandes villes et qui peuvent dépenser beaucoup pour un week-end ou pour une semaine. Et le sujet vraiment de cette concurrence du logement par Airbnb vis-à-vis des travailleurs locaux commence à se poser. Faut-il entraver ou limiter ou mettre des quotas pour Airbnb, en particulier sur les zones littorales, pour préserver le logement pour les travailleurs de la Manche ? Oui, c'est simple, vous voyez, il y a des logements disponibles. C'est plus avantageux pour leurs propriétaires de les louer pour les vacances que de les louer à un jeune ménage d'ouvriers ou de salariés de l'industrie agricole. Enfin, il faut donc essayer de faire en sorte que ces logements aillent aux familles et non pas systématiquement aux touristes, même si nous devons, nous, parce que l'industrie touristique dans la Manche est très très importante. Je vous recommande d'ailleurs de venir nous voir. Vous le constaterez. Et vous verrez comme notre département est beau. Mais point d'excès. La priorité, c'est le logement des familles. Et par conséquent, j'ai voté au Sénat une disposition qui n'a pas été retenue parce que le gouvernement s'y est opposé à l'Assemblée nationale pour faire en sorte que les locations temporaire Airbnb soit davantage contrôlé et taxé. Merci Édouard, merci beaucoup. Merci à vous. Pour toutes ces questions et ces sujets évidemment très concernants. On regarde la une de la Manche Libre, une exclusivité. Les policiers de la Manche vous ont ouvert leur stand de tir, Édouard, au tir avec les policiers. C'est à la une de votre journal aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Édouard Frémy. Un mot de votre parti, les Républicains. Philippe Bas, il y aura des états généraux de la droite samedi. Qu'est-ce que vous attendez de ces états généraux ? D'abord, je suis content que cette formation politique, qui connaît de grandes difficultés, se soit remise au travail. Parce que c'est le fond qui compte.
Ça n'est pas les apostrophes, la véhémence et la polémique. Et je crois que si une force politique qui a une tradition de force de gouvernement veut retrouver sa crédibilité, il faut qu'elle aille au fond des choses. Les Français, ils ne feront pas confiance à une formation politique qui fait la course à la démagogie. En revanche, ils peuvent faire confiance à une formation politique fiable, avec des idées à la fois fortes et raisonnables. Et c'est cette crédibilité qu'il faut construire. J'observe ce qui est en train de se passer avec ces conventions, avec espoir, bien sûr. Et je crois qu'un certain nombre de Français qui ne veulent pas se laisser enfermer entre le soutien au gouvernement et les extrémismes ont envie qu'émerge une force nouvelle. Comment les faire entendre et comment les mettre en œuvre? Les cadres de Renaissance vont se réunir à la demande du chef de parti, Stéphane Séjourné, le 21 juin pour discuter d'une alliance avec vous, avec les Républicains. Qu'en pensez-vous? Mais il n'y a pas d'alliance possible sans qu'il y ait un programme commun. Il est possible ce programme commun avec la majorité présidentielle? Nous devons d'abord déterminer nos propres positions et les comparer à celles du gouvernement. Mais si nous étions satisfaits de ce gouvernement, nous ne serions pas aujourd'hui dans l'opposition. Or, nous le sommes pour un certain nombre de raisons. Nous avons parlé tout à l'heure du zéro artificialisation nette. Ça n'est pas notre politique d'aménagement du territoire. La situation des finances publiques, ça n'est pas notre politique des finances publiques. La situation de l'immigration, ça n'est pas notre politique de l'immigration. Et par conséquent, il y a vraiment de grandes évolutions à mettre en œuvre du côté de la majorité si elle veut rejoindre petit à petit les propositions que nous jugeons nécessaires pour le pays. Mais un terrain d'entente vous semble possible? Mais le terrain d'entente ne sera possible que quand ce travail aura été fait. Je ne vois pas pourquoi nous mettrions une exclusive a priori. Mais en revanche, je ne vois pas pourquoi, a priori, alors que nous avons fait une opposition constructive, jamais d'obstruction, et nous avons voté un certain nombre de textes après les avoir modifiés, je ne vois pas pourquoi nous exclurions des rapprochements, mais je ne vois pas pourquoi nous postulerions que ces rapprochements sont pour demain. Est-ce qu'après les sénatoriales, en octobre, un Premier ministre issu de vos rangs est envisageable pour vous? Mais il y a déjà eu, vous l'avez remarqué, 2 premiers ministres issus de nos rangs. Ça n'a rien changé, car s'il s'agit de maintenir un gouvernement subordonné au président de la République, qui est le véritable obstacle à tout rapprochement, eh bien, à ce moment-là, c'est impossible. En revanche, si nous respectons le jeu des institutions parlementaires et qu'il y a un accord majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat sur un programme d'action, c'est tout autre chose. Mais ça n'est pas un Premier ministre LR, puisque le jour où il se met sous l'autorité du président de la République, il n'est plus LR. Et donc, la question n'est pas de savoir d'où vient le Premier ministre, mais s'il est indépendant du président de la République et s'appuie sur une majorité parlementaire pour mettre en œuvre un programme de réforme qui serait susceptible de recevoir notre approbation politique. À l'évidence, ça n'est pas le cas aujourd'hui, et ça n'est pas non plus la volonté du président de la République, qui veut garder sa mainmise sur le gouvernement. Je vous rappelle que le gouvernement, dans la Constitution, conduit la politique de la nation, la détermine, et il doit donc être indépendant du président de la République. Ça a l'air surprenant puisqu'on a pris l'habitude du contraire. Mais c'est ça, le président est l'arbitre. Il doit assurer la stabilité du gouvernement, mais il ne doit pas le commander comme il veut à tout prix le faire, même si c'est au prix du fait que ce gouvernement est minoritaire à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Philippe Bas, merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, faut-il réformer le droit d'asile? Ce sera le débat entre la sénatrice Les Républicains Valérie Boyer et le porte-parole de Renaissance Loïc Signor. Mais d'abord, on va accueillir notre prochain invité, Nicolas Meyer-Rossignol, nous rejoint.